Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire des assises des délais de paiement organisé aujourd'hui par Altares. Sur le thème important, les nouvelles stratégies de pilotage du credit management en période de crise. Nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Marlin, credit manager de l'entreprise Stago. Nous avons le plaisir aussi de recevoir Marc Pires, credit manager Epner. Bonjour. Et enfin, Gilles Lambert, Product Marketing Manager d'Altares. Bonjour. Peut-être un mot pour la présentation de vos entreprises, Nathalie? Alors, le groupe Stago est spécialiste dans le domaine de la santé. Nous sommes leaders sur notre niche de marché du diagnostic in vitro. Le groupe s'est beaucoup développé depuis sa création il y a 75 ans. On est une société fortement exportatrice, donc 90% de notre production est exportée aujourd'hui. Le groupe compte 2700 collaborateurs, une vingtaine de filiales et pour un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros. Notre mission est de fournir aux professionnels de santé les systèmes nécessaires à l'établissement d'un diagnostic pertinent du patient. Très bien. Marc, un mot sur Epner? Epner, ETI familial, spécialisé dans le secteur des transports, organisateur de transport. Un peu plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et un peu plus de 10 000 clients aujourd'hui, à la fois en national et en international. Très bien. Les crises récentes ont amené les credit managers à se transformer pour répondre plus rapidement aux nouveaux enjeux qui se présentaient à eux. Les nouveaux outils qu'ils ont mis en place les ont aidés et ont accéléré l'agilité dont ils ont fait preuve. Surtout garder le cap dans cette période, et on va revenir dessus, de tourmente. Nos deux invités, ça va être très intéressant, vont effectivement aborder ensemble leur regard et vont nous donner leur regard sur le devenir de leur métier et échangeons sur leur best practice en matière d'amélioration des délais de paiement. Et puis surtout, Gilles, vous nous donnerez une vision aussi de l'appréciation du marché à travers les contacts que vous avez avec les credit managers qui sont également vos clients. Bien sûr. Nous allons aborder donc plusieurs thèmes. D'abord, l'évolution du rôle du credit manager dans le contexte de crises successives. Ensuite, nous allons aborder comment les entreprises s'adaptent à l'arrivée des nouveaux risques sur les tiers. Enfin, comment le credit management peut maîtriser la croissance de flux de données en restant efficient, c'est une vraie réalité aujourd'hui. Comment mener une politique crédit efficace en France et à l'international. Et enfin, quel est le devenir du credit management? Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long de cette émission. Je vous invite à le faire et nous y répondrons, soit en fin d'émission, soit au fur et à mesure des exposés. On va aborder maintenant la première question, c'est l'évolution du rôle du credit manager dans un contexte de crise successive. Marc, votre avis sur ce sujet? Je pense qu'en l'occurrence, le rôle, l'ADN du métier, il n'a pas beaucoup changé. Les crises successives que l'on supporte depuis la période Covid, en fait, amènent plutôt le credit manager à s'adapter, à adapter les moyens, à adapter les organisations, à s'adapter dans le temps également, à réagir plus vite. Mais l'ADN même du métier, pour moi, elle reste identique. Est-ce qu'il y a eu une adaptation de l'organisation par rapport à ces crises? Vous êtes obligé de rendre votre organisation plus agile, indéniablement, puisqu'il faut réagir plus vite, de manière efficace, et on a toujours la difficulté de réagir entre le temps court et le temps long. Enfin, quand on est comme ça dans des crises successives avec des formes complètement différentes, on part d'une crise sanitaire à une crise inflationniste, à une crise de l'énergie, et puis donc le rythme extrêmement accéléré de ces crises-là vous oblige à mettre vos organisations dans un état d'esprit d'agilité, de rapidité et d'efficacité extrêmement important. Nathalie, votre point de vue sur ce sujet? Alors, je partage tout à fait l'opinion de Marc. Le rôle du credit manager ne change pas radicalement. Nous sommes toujours là pour prémunir l'entreprise des risques d'impayés et sécuriser le chiffre d'affaires. Mais c'est vrai aussi qu'on n'est plus seulement dans la prévention. Il y a aussi notre capacité à agir vite face à une situation de crise. Et comment se préparer nos équipes à gérer toutes ces crises. Quel outil, procédure ou langage de crise utiliser et comment, avec les informations externes et surtout internes,
c'est très important aussi d'être à l'écoute des signes internes. Comment rassurer ou alerter sur les conséquences surtout futures de toutes ces crises. Merci. Gilles, votre avis? En fait, ce qui est intéressant avec les exemples de Marc et de Nathalie, on voit bien qu'effectivement, ils s'appuient sur des fondamentaux qui sont assez forts et on voit effectivement que dans beaucoup d'entreprises avec un credit management installé, on a pu s'appuyer sur vraiment les fondamentaux essentiels que Nathalie et Marc ont rappelé. Après, ce qu'on a aussi, nous, ressenti dans les nécessités pour faire face à cette succession de crises multiformes, c'est un besoin d'éclairage, de vision claire et de vision objective. On sait que dans notre écosystème, il y a eu un moment un brouhaha. On a parlé à une certaine époque du tsunami des défaillances, qui n'est pas arrivé, qui n'est pas encore arrivé. On va mettre 3 points de suspension à ce stade. Donc, effectivement, on a senti ce besoin. Alors, Altares avait l'habitude de produire des études. On a effectivement continué à mettre à disposition ces études. La dernière étude des défaillances qui est sortie il y a peu de temps, effectivement, a été largement commentée dans la presse, mais aussi est un outil qui permet de communiquer pour les credit managers au sein de leur entreprise. Et en dehors, effectivement, de cette vision claire et objective que les credit managers, effectivement, nous avaient demandé, il y a aussi la nécessité, par rapport à nos indicateurs, de garder à la fois la robustesse et également générer du dynamisme. Donc la robustesse, c'est effectivement la qualité de nos différents indicateurs de type score, comportement de paiement. Donc ça exige de nous effectivement un contrôle quasi permanent, un crash test, on pourrait dire, quasi permanent sur les scores, en fonction de chaque succession enfin, différentes phases des crises. Et puis aussi, en termes de dynamisme, toujours garder à l'esprit d'identifier quelles sont les données qui peuvent effectivement réagir, parler le plus rapidement possible. Effectivement, on a notamment chez Altares le PELEX, l'information comportement de paiement, qui est une des données les plus dynamiques qu'on essaye effectivement d'exploiter, beaucoup plus encore dans ces temps de crise. Alors justement, il y a sur cette fin d'année, si on regarde un petit peu l'activité et ce qui est en train de se préparer, on se prépare quand même à une fin d'année et une année 2023 un peu secouée. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'éminence de très gros risques qui vont être liés, vous l'avez dit, liés à l'inflation, à la crise de l'énergie, mais également au remboursement de PGE et puis aussi à l'URSSAF qui, elle aussi, va récupérer les moratoires qu'elle avait mis en place. Donc comment vous y préparez par rapport à cette situation? Alors de notre côté, enfin côté Epner, en fait, je reprends le point qu'évoquait Gilles à un moment donné, c'est faut avoir des fondamentaux. J'ai envie de dire que aujourd'hui le credit manager, il est un peu comme le navigateur, même si l'image peut faire sourire, mais c'est un peu comme le navigateur en pleine tempête. C'est-à-dire qu'il doit faire des choix à l'instant T. Réagir, encore une fois, on parlait de rapidité, efficacité, donc il doit prendre des décisions, faire des choix extrêmement rapidement, mais il faut également qu'il garde un peu la tête froide pour ne pas oublier un peu la stratégie de l'entreprise, parce qu'au final, et c'est un peu ce que disait tout à l'heure Nathalie, c'est qu'il y a un moment donné, on est au cœur du bon fonctionnement de l'entreprise, et il faut décider tout de suite, sans oublier la vision stratégique de nos actionnaires ou dirigeants. Et c'est là où c'est à la fois excitant et c'est aussi extrêmement important. Donc voilà, faut jouer sur ce facteur temps court, temps long, et c'est à mon avis l'un des principaux enjeux par rapport à la situation actuelle. Un commentaire? Donc je pense qu'il faut, en tout cas nous on utilise beaucoup les outils métiers aussi par rapport à toutes ces données externes et c'est vrai que les entreprises ont été mises un peu sous oxygène ces dernières années, donc on s'attend à un certain nombre de défaillances et les outils aujourd'hui métiers qu'on utilise peuvent nous permettre en tout cas de pouvoir se préparer et de limiter les défaillances futures.
Alors l'autre point, c'est comment les entreprises s'adaptent à l'arrivée des nouveaux risques sur les tiers et notamment à la conformité et à la RSE. Alors, de mon point de vue, après c'est une affaire encore une fois de taille et d'organisation, parce que selon les organisations, tout ce qui tourne autour du RSE, de la conformité, vont être placés à un endroit ou à un autre. Moi, plutôt que de parler de risque, j'ai plutôt toujours tendance de parler d'opportunités. Ce sont des réglementations, ce sont des nouvelles règles du jeu, si j'ose dire, mais qui doivent amener l'entreprise, notre fonction selon le cas, à se transformer, se renouveler, faire preuve d'imagination, s'adapter encore une fois. Et pour moi, c'est plutôt une affaire d'opportunité que de risque en la matière. Nathalie ? Alors, aujourd'hui, une meilleure connaissance des risques permet de les limiter, de mieux les gérer, de mieux les contrôler. Donc on peut se poser la question de la contribution du crédit management qui a naturellement accès à des bases de données importantes. Comment il peut contribuer à cette adaptation? Donc une organisation met en place énormément de moyens pour atteindre ses objectifs et le crédit management finalement est l'un de ces moyens dont dispose l'entreprise pour limiter ses risques et pouvoir atteindre ses objectifs. Donc on a fait le choix, nous, d'intégrer dans l'analyse du client l'évaluation des tiers. Donc ça nous remonte un certain nombre d'informations autour de l'éthique. Bon, c'est important pour le groupe aujourd'hui de s'assurer de l'intégrité des tiers avec lesquels il est en relation d'affaires. On a ce cadre réglementaire qui facilite un petit peu aussi. Mais ça nous permet aussi une vision plus large des risques autour du client. Très bien. Gilles, votre avis? En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit là effectivement deux organisations différentes par rapport à l'arrivée de ces nouveaux risques. Et effectivement, les deux sont extrêmement légitimes et logiques. Marc le disait, c'est une question de taille, de secteur d'activité, parfois de culture de l'entreprise. Ce que nous, on a remarqué, si on regarde sur les évolutions sur les dernières années, c'est que l'arrivée du risque de compliance, notamment, est arrivée avec une certaine urgence législative notamment, et donc il y a parfois dans certaines organisations, et c'est peut-être effectivement un petit warning qu'on peut faire là-dessus, parfois le risque de conformité est venu supplanter le risque, le risque financier. Et de ce fait-là, l'organisation a parfois un peu oublié l'analyse du risque, la gestion des retards de paiement au profit de ce qui paraissait à ce moment-là plus urgent, peut-être moins important, mais plus urgent, qui était effectivement la conformité. Et ça peut être, là encore une fois, légitime en fonction des besoins et des ressources de chaque entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on sait que le contexte est encore en train de revirer et qu'effectivement, il s'agit de remettre en place des stratégies de crédit, des stratégies de recouvrement qui soient adaptées au contexte actuel. Et j'aime bien effectivement l'approche de Nathalie de dire effectivement c'est une vision globale, et je pense qu'effectivement, même si ça s'exprime de manière différente chez Marc, il y a une complémentarité importante qu'on peut avoir avec les différents risques, que ce soit des risques financiers ou les opportunités financières, que les risques conformité et aussi très rapidement les risques RSE. Juste une question, est-ce que vous avez créé des produits spécifiques pour la compliance et le RSE ou pas? C'est une excellente effectivement, question. On a effectivement créé des produits qui sont spécifiques, RSE et RSE, mais on a aussi intégré des modules compliance dans le risque et inversement, parce qu'on estime effectivement de devoir s'adapter à chaque organisation. Donc parfois effectivement la solution est unique. Quand on parle d'intégration de données, on parle d'intégration de données pour faire du master data management, pour faire du risque, mais aussi parfois pour faire conformité et RSE, bien évidemment. Et Nathalie, vous utilisez ce type de produit ou pas Oui, tout à fait. Oui, on utilise. Tous les outils sont complémentaires, donc ça reste des outils, ils sont tous différents avec un objectif différent. Mais effectivement, aujourd'hui, pour avoir cette vision un peu 360 degrés autour du tiers, alors c'est du client mais aussi du fournisseur, on peut aussi, dans le cadre autour des fournisseurs, pouvoir identifier tous les risques et pouvoir après mieux les contrôler, comme je disais, et pouvoir adapter en fonction des situations aussi imprévues, des risques du client et de la stratégie de l'entreprise aussi, de pouvoir adapter
les actions. Marc, sur ce sujet, compliance et RSE? En l'occurrence, comme disait Gilles, tout tourne autour de la donnée en fait. Et l'idée, en fonction des besoins, comme le disait Nathalie, l'idée c'est bien d'aller chercher la bonne info, qu'elle soit de qualité, et de la mettre là où elle doit être, en fonction, encore une fois, j'ai envie de dire, des clients internes pour qui est destinée l'information en question. Donc c'est véritablement pour moi l'un des enjeux importants au niveau du credit management, c'est la data au sens large du terme, et comment je la structure, comment je l'organise, comment je la, excusez-moi du terme, mais comment je la profile un petit peu pour faire en sorte qu'elle soit accessible au bon endroit, au bon utilisateur. Justement, alors ça permet de venir à la troisième question, qui est comment le credit management peut maîtriser la croissance du flux de données en restant efficient, parce que c'est vrai que la data amène des milliers de données, il faut les choisir, sélectionner la bonne, etc. Donc comment, Marc, on a traité ce problème chez vous? Déjà, je commencerai par le fait que c'est pas c'est pas tellement la quantité. Je veux dire, j'ai envie de dire que plus le spectre est large, plus le champ est élargi, mieux c'est pour nous, parce que effectivement, on a besoin d'informations et on a besoin de toujours plus d'informations. L'un des principaux enjeux du credit manager va être encore une fois, de structurer dans son organisation cette donnée, de pouvoir l'organiser et de pouvoir de l'architecturer pour faire en sorte de la faire descendre dans tous les différents circuits. Je pense que c'est surtout ça l'important. Après, plus la quantité est importante, j'ai envie de dire que mieux c'est. Le tout, c'est qu'elle soit de qualité et qu'on soit en capacité, qu'on ait les moyens, encore une fois, de l'organiser et de l'utiliser à bon escient. Je pense que c'est surtout là le principal. Justement, comment vous avez réorganisé vos outils internes pour accueillir de nouvelles données par rapport à cela? Quelle était la stratégie? En fait, on a fait modifier vos outils? Modifier pas tant que ça. Ouais. Ce qu'on s'est obligé à faire dans notre organisation, c'est surtout de bien, encore une fois, de bien profiler cette information, si j'ose dire, de véritablement être extrêmement fin là-dessus, pour être en capacité ensuite, de manière industrielle, il ne faut pas se le cacher, parce qu'on n'a que deux bras, de manière industrielle, ensuite, la faire redescendre dans les différents circuits. C'est surtout ça, le gros travail qui a été fait en amont avec les prestataires, que sont Altares ou d'autres, c'est de bien mettre dans les différents circuits la bonne info et à l'instant où on en avait besoin. C'est surtout ça le point important. Et cette information, pour terminer, elle est disponible pour les équipes commerciales, elle est disponible ou elle est sélectionnée en fonction du profil des clients, où il y a une méthodologie? Elle est sélectionnée en amont, mais bien évidemment, il faut la communiquer. Enfin, une information, si elle n'est pas communiquée, j'ai envie de dire qu'elle ne sert pas à grand-chose. Donc, l'important, il est bien dans le fait je vais employer un terme un peu à la mode ces dernières années, mais dans le ruissellement, en fait. Il faut impérativement faire en sorte que cette information, elle ne soit pas uniquement centralisée et polarisée au niveau du credit management. Bon, c'est bien, ce point-là, mais il faut au contraire la vulgariser, la communiquer pour qu'elle soit comprise. Et c'est comme ça aussi qu'on obtient l'adhésion de nos clients internes, si j'ose dire, que sont les commerciaux, les exploitants, enfin, tout un ensemble d'acteurs qui sont extrêmement importants. Nathalie, votre appréciation? Les coûts d'hébergement ne sont plus aussi élevés, donc on n'a plus besoin aujourd'hui de limiter notre besoin ou les remontées d'informations. Cette richesse d'informations nous permet aussi aujourd'hui de pouvoir nous adapter plus facilement au moment de crises successives. Et je rejoins Marc sur ce qu'il vient de dire, c'est l'intelligence dans le traitement de la donnée. C'est comment aujourd'hui se préserver des risques en ayant une lecture de l'information de manière intelligente. Gilles, votre analyse? J'ai beaucoup apprécié le terme architecte de la data. Je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant comme approche. Dans
dans l'ancien temps, on disait trop d'informations tue l'information. Et ce que démontrent Marc et Nathalie, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose qui effectivement doit être pris, mais effectivement donner de l'intelligence, structurer, profiler la data. Ça tombe bien, c'est un peu notre métier. Effectivement, c'est un point qui est important. Pour ça, effectivement, il ne faut jamais oublier la première base qui est contrôler la qualité de la data qu'on a. On sait qu'il y a beaucoup de prises de décision qui ont été erronées parce que l'information qui a été communiquée était mauvaise. Donc effectivement, il s'agit d'avoir, dans un premier temps, un vrai contrôle de la qualité de la data. Bon, chez nous, ça prend le terme des QM, Data Quality Management, avec effectivement une gestion de multisources, de contrôle, d'historisation. Donc effectivement, un vrai process important. Et c'est effectivement un point important parce que la qualité de la data, c'est la véracité, c'est la prédictibilité, c'est l'interconnectivité, la lisibilité, enfin tous les caractéristiques de la data. Nous, on est extrêmement attentifs sur cette partie-là. Et le deuxième point, ce qui a été aussi exprimé par Marc et Nathalie, c'est donner de l'intelligence. Donc en fait, de rendre la data exploitable dans un usage métier. Alors, on va également prendre un exemple d'actualité qui est l'intégration de la data dans les outils informatiques, que ce soit dans les ERP, dans les CRM, SRM, ou encore dans les logiciels de type Cash Collection comme Eloficash et Interactive, qui sont par exemple des outils utilisés par Marc et Nathalie. Il y a effectivement, on doit mettre de l'intelligence à l'intégration, au moment de l'intégration. Et c'est notre rôle à nous, data provider, d'aider, d'accompagner pour transformer la data qu'on propose en véritable usage métier. Parce que c'est ça en fait, donner l'intelligence, c'est transformer la data en véritable usage métier. Donc comprendre quel est cet usage métier, quelle est la data, faire la synthèse avec des ateliers souvent assez sympathiques qu'on peut mener entre les éditeurs, les opérationnels et les data providers. Ce qui vous permet d'avoir après des interfaces entre guillemets standards ou pas, ce qui permet de mettre en place plus rapidement en face d'un outil éditeur, non ? Même réponse que Marc là-dessus, ça dépend effectivement de l'organisation, de la culture. Si on part par exemple effectivement au niveau du transport, on va avoir effectivement un spectre d'ambition, d'enjeux différemment menés parce que ça va dépendre de la culture du credit management, souvent dans l'entreprise, parce que voilà, il y a aussi ce sujet-là qu'il faut prendre en compte. C'est est-ce que la direction générale, est-ce que la direction financière, est-ce que la vision de l'entreprise est axée un peu ou beaucoup sur la gestion du poste client. Ça influe beaucoup au niveau forcément de la pertinence, mais bien évidemment, en tant qu'industriel, si on peut standardiser, on est bien qu'on standardise, mais ce n'est pas du systématique. Alors on a quand même quelque chose qui va arriver de manière très importante, très rapidement, c'est quand même la facturation électronique qui va impacter à la fois l'order to cash et l'order to pay. Et c'est un vrai sujet et ça va arriver rapidement. Je rappellerai que c'est à compter du 1er juillet 2024 que toutes les entreprises doivent être capables de recevoir des factures dématérialisées, de la plus petite à la plus grande, et que les grandes entreprises, le 1er juillet 2024, doivent être capables d'adresser leurs factures, l'ensemble de leurs factures de manière électronique. Marc, comment on se prépare donc chez Epner ? Comment on se prépare ? Alors, j'ai envie de dire que, je vais reprendre un des termes que j'ai employé au début, c'est que cette histoire de facture électronique, excusez-moi du terme, mais c'est un peu une opportunité aussi. C'est une opportunité financière parce que cette dématérialisation va rendre les échanges entre clients et fournisseurs beaucoup plus fluides. Côté Epner, si vous voulez, tout ce qui tourne autour de la dématérialisation des flux, de par notre nature d'entreprise, je rappelle, organisateur de transport, on y est un peu habitué. C'est-à-dire que j'ai même envie de dire qu'avant d'être transporteur de produits pour le service de nos clients, on est avant tout transporteur de données qui sont importantes sur un plan d'exploitation, analytique, comptable. Donc, c'est quelque chose qui est finalement dans l'ADN de l'entreprise. Donc, comment on s'y prépare ? Je dirais que c'est un peu comme
comme le village gaulois et Obélix, on est tombé dedans étant petit. Et du coup, c'est quasiment entre guillemets naturel. Voilà. Donc, encore, je reviens également à des termes qu'on a tous employés à un moment donné, c'est tout va dépendre de la taille, de l'organisation. Là où je vous rejoins de toute façon, c'est que c'est un enjeu majeur. Et c'est un enjeu majeur réglementaire. Bon. Donc, c'est vrai que la nature française aime peu le côté un peu obligatoire et de la chose, mais c'est un enjeu majeur parce que, encore une fois, tout ce qui rend plus fluide le rapport client-fournisseur, et vous le disiez fort bien, ça a un impact sur le cash, puis ça a un impact sur le risque, encore une fois. Et dans le contexte actuel que nous vivons et que dans le contexte ou les contextes que nous allons vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est extrêmement important. Plus on raccourcit le délai entre nous, fournisseurs, et nos clients, c'est du temps de gagner, c'est du cash de gagner, c'est de la productivité également pour nos équipes. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous, Nathalie, comment on se prépare donc, à cet objectif? Alors, Stago travaille avec des clients publics. Donc, on a déjà dématérialisé les factures de ce secteur-là. Donc, on a déjà un petit peu un pied dedans. Donc, je pense qu'il y a quelques entreprises comme nous, un peu, avec un fonctionnement un peu hybride. Je rejoins Marc sur les bénéfices et les gains de la facture EDI. Elles sont à tous les niveaux pour l'entreprise et pour les crédit managers en termes de délai de paiement, de traçabilité des factures. C'est très important. Je pense que les entreprises sont conscientes de cela aujourd'hui. Après, c'est vrai que ces différentes crises, le report de l'agenda, n'ont pas forcément aidé à mobiliser davantage les entreprises sur le sujet. Mais je vous rejoins aussi que c'est un sujet qui est très important aujourd'hui. Il ne faut pas que les entreprises négligent. Surtout, la première étape va être de mettre à jour leur base, que ce soit client ou fournisseur, parce qu'il faut pouvoir émettre et recevoir. Et s'assurer aussi que les ERP, par exemple, puissent stocker et générer les informations, les modalités obligatoires. Je pense que c'est important ce que vous avez dit, c'est que, et c'est vrai que pour avoir partagé, il n'y aura pas de report de date. Hein, donc le 1er juillet 2024, c'est le 1er juillet 2024. Je rappelle que ça a déjà été reporté à cause du Covid, mais là maintenant c'est fini. Donc il faut vraiment s'y préparer et c'est bien. Vous avez une expérience, vous deux, différente, mais qui était tout à fait intéressante. Gilles? C'est le point intéressant, Nathalie le rappelait, on est passé par la phase Chorus Pro, donc on a pu constater que passé la première année de réglage, la relation client-fournisseur avec l'État s'était fluidifiée globalement. Je voudrais aussi prendre l'exemple des Italiens. Les Italiens ont switché, eux, complètement du jour au lendemain à la facturation électronique. On a forcément, nous, regardé quelle était la tendance de comportement de paiement en Italie. Est-ce que ça avait été influé par cette partie-là? Et force est de constater que non. Mais par contre, effectivement, ce qu'on sait, c'est ce temps de préparation, hein, comme vous le disiez, 1er juillet 2024. Donc, on a là absolument un temps de préparation qui est nécessaire et qu'il faut prendre tout de suite à bras, doit nous permettre effectivement de mieux anticiper, de mieux s'organiser et de mieux implémenter autant que possible, parce que cette implémentation, plus la qualité de l'implémentation de la facturation électronique sera efficient, plus effectivement on pourra atteindre les objectifs qu'on peut se fixer d'amélioration du DSO. Il y a aussi de la performance commerciale derrière, il ne faut pas oublier non plus ce point-là. Donc on pense effectivement qu'il est important de se préparer en amont. Peut-être effectivement un point d'alerte, parce que ça aujourd'hui effectivement c'est pas encore énormément connu, mais vous avez un dataset qui va être obligatoire à constituer sur vos clients. On sait par exemple qu'il y aura à la fois le SIREN et le numéro de TVA, les deux, pas ou. Ce sera les deux qui seront effectivement nécessaires. Donc il y aura de l'enregistrement, de l'enrichissement de portefeuille clients à faire. Et puis on a aussi l'expertise, nous, d'analyser les portefeuilles clients. Et on constate entre 5 et 10% en moyenne de soit sirène manquant, mais surtout sirène erronée. La vie de l'entreprise fait qu'elle change de forme juridique, il y a des fusions, il y a beaucoup d'événements qui font que le sirène que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas forcément le sirène de votre client dans 6 mois ou 1 an. Donc effectivement, il y a aussi du nettoyage et la gestion de la fiabilisation du référentiel qui va être également à prendre en compte. Plus vite c'est fait et mieux c'est, parce que sinon on peut arriver à un couloir
engorgement pour le mois de juillet 2024. Oui, je pense que là, c'est vraiment une première étape, c'est la qualification effectivement du fichier client et du fichier fournisseur, hein, ça c'est clair. Marc, votre petite chose à rajouter sur ce sujet? Moi, je vais rejoindre les propos de Gilles sur l'importance de la base de données. Je veux dire, cette base de données, pour nous, Credit Manager, c'est un peu la pierre fondatrice. C'est-à-dire que si on n'a pas une base de données qui est cohérente et qui est durable dans le temps, on ne sait plus où on habite. Et un credit manager qui ne sait plus où il habite, ça commence à devenir dangereux et problématique. Donc effectivement, s'il y a vraiment un axe, alors encore une fois, au-delà des contextes réglementaires et autres, mais en tant que credit manager, s'il y a vraiment un axe majeur, c'est d'avoir une base de données qui soit d'une robustesse à haut niveau, parce que, enfin, je veux dire, de manière très pratico-pratique, hein. Si je ne sais pas qui je facture, je ne sais pas qui j'ai en face de moi, je ne sais pas comment gérer le risque. Enfin, c'est un enchaînement qui peut s'avérer extrêmement dangereux, à la fois sur le plan du risque et à la fois sur le plan du cash, tout simplement. Alors, comment rester efficient dans la mission du Credit Manager en France et à l'international au sein de son organisation? Et quelle sensibilité ont les dirigeants d'entreprise à votre mission aujourd'hui? Alors, la question est intéressante. On peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait fonctionner de la même manière? Donc les risques sont différents, donc l'approche doit être différente. Il faut prendre en considération les différences culturelles, la réglementation locale qui pourrait faciliter ou peut-être aussi empêcher de faire certaines choses, et puis adapter une procédure crédit en fonction de l'exposition au risque, en fonction du pays. Donc il est important aussi de prendre en compte nos actions, les possibilités d'action qu'on pourrait mener et qui seraient différentes si on est à distance ou en local également, et comment le risque peut augmenter ou diminuer en fonction de notre connaissance des pratiques locales aussi. C'est important, puisqu'on peut voir aussi qu'en termes de délai moyen d'un pays à l'autre, on a quand même des disparités assez importantes d'une zone géographique à l'autre. Et comment vous êtes informé? Est-ce que Altares et autres vous aident sur l'évolution juridique de certains pays? On le voit là, par exemple, je donne un exemple, la facturation électronique, l'Italie est passée, l'Espagne, la France. Demain, ça va être d'autres pays. Comment on va communiquer, etc. Est-ce que vous avez un corpus d'informations qui vous permet d'adapter votre politique crédit sur les différents pays avec lesquels vous travaillez? Oui, alors on s'informe beaucoup parce qu'on a nos filiales aussi qui sont implantées dans des pays. Donc on récupère l'information en local et sur les différentes informations externes qu'on peut récupérer pour pouvoir adapter les procédures crédit et les spécificités en fonction des risques et des pratiques locales en termes de délai de paiement et en termes de possibilités de procédures, hein, par exemple. En Arabie Saoudite, les retards de paiement ne sont pas punis par la loi. Donc voilà, donc les actions sont difficiles et différentes. Donc il faut rentrer vraiment dans une négociation, un recouvrement vraiment amiable. Donc voilà, il y a toute cette dimension qu'il faut prendre en compte. Et puis on a aussi les outils métiers où on a pu interfacer et récupérer des informations. Donc on a la base de l'ERP qui nous remonte les informations internes, et puis on a ces connecteurs qui nous permettent de pouvoir y associer les informations externes pour justement avoir des outils d'aide à la décision et de pouvoir décider. Un mot Non, je suis totalement d'accord avec ce que dit Nathalie. Enfin, je veux dire, je crois que si on l'a dit 10 fois, on ne l'a pas dit, mais le credit manager, il doit s'adapter. Et effectivement, en fonction du périmètre étudié, vous adaptez votre politique, votre gestion, vos scénarios de relance et de risque en fonction du périmètre étudié. Moi, je voudrais juste rajouter un mot sur la prise de conscience que vous évoquiez, Jérôme. En fait, souvent, c'est l'accident qui fait prendre conscience de. Enfin, je prends l'exemple
du conducteur quand il trouve du gasoil, bien évidemment, mais du conducteur qui prend sa voiture pour un trajet court sans mettre sa ceinture de sécurité parce que voilà, le jour où il a l'accident, le lendemain, il met sa ceinture. C'est un peu ça. Mais au-delà de ce phénomène-là, c'est aussi à nous, Credit Managers, de jouer sur les fondamentaux qui architecturent notre métier. Je rappelle, hein, même si chacun va gérer un peu différemment, mais on a du curatif et on a du préventif comme ADN dans notre métier. Et c'est au Credit Manager de jouer sur ces doubles leviers et d'être en capacité, de manière pédagogique aussi, de faire passer des messages forts, de faire preuve de conviction. Enfin, je veux dire, je fais beaucoup de parallèles avec, on discutait avec Gilles l'autre jour, je fais beaucoup de parallèles avec le cinéma, mais je crois que c'est dans Le Parrain où on dit le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Toute chose étant égale par ailleurs, je veux dire, pour le Credit Manager, c'est un peu pareil. Si on veut convaincre les différents acteurs de l'entreprise de nous suivre, de nous accompagner, rien de mieux que nous à agir et à œuvrer de la sorte, hein, tout simplement. Gilles ? En fait, ce qui est intéressant dans les deux exemples, c'est qu'on voit d'abord qu'effectivement, il y a une installation des fondamentaux et il y a une confiance dans le processus décisionnel. Donc, la confiance vient de la bonne installation au départ, hein, on est d'accord, mais effectivement, ça c'est le point qui est extrêmement important. Et puis, quand on est sur un quotidien maîtrisé, en temps calme, ça va, mais dès qu'effectivement la tempête souffle, on est en capacité de démontrer une agilité, de faire évoluer, mais parce qu'on est toujours sur une base qui est installée et qui est suffisamment costaud. Et cette base aussi permet de communiquer dans les clients et fournisseurs internes du métier de Credit Manager. Donc c'est effectivement un point qui est important. Ensuite, aujourd'hui, il faut effectivement avoir conscience que ce qui va faire la différence, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'on est tous aujourd'hui en permanence sur nos PC et les prises de décision se font directement sur nos PC. Donc l'intégration de la data interne, l'exploitation des données externes vont faire qu'effectivement ensemble on va être en capacité à la fois de faire deux choses, c'est de décider plus vite mais aussi d'analyser plus vite. Et ça, ce point effectivement extrêmement important, la capacité d'analyse des outils grâce à cette intégration, mais aussi processeurs beaucoup plus puissants que ce que nous avions il y a encore ça 15 ou 20 ans, c'est un point qui est important. Est-ce que, on en parlait également, ce qui est important, c'est il y a aujourd'hui dans la mission Credit Management une dimension communication interne. Et on sait qu'on doit accompagner, nous, Altares, les Credit Managers, vers cette communication. Je reviens sur les études que nous produisons et que d'autres confrères également produisent de temps en temps. Donc ça passe effectivement par là. Ça montre une certaine évangélisation de cette partie-là. Et puis effectivement, il y a des aspects d'audit, de reporting, de dashboard, de benchmark qui peuvent effectivement être constitués, sur lesquels on est de plus en plus sollicité, soit par une création directement dans les outils informatiques de nos clients, ou parfois directement en externe. Ça, c'est aussi des points importants. Alors, on va prendre un peu notre boule de cristal et puis on va essayer de se dire, mais quel est le devenir du credit management? Je vais commencer par Gilles, qui regarde évoluer ce marché. C'est vrai que je vois effectivement de l'extérieur et moi, ce qui m'a le plus impressionné sur ces derniers temps, c'est le spectre élargi des compétences du credit manager. C'est un peu compétence pluridisciplinaire, on pourrait l'appeler effectivement comme ça. Effectivement,
historiquement, hein, Credit Manager, c'est le premier financier des commerciaux et le premier commercial des financiers. Mais on voit aujourd'hui que à ce spectre, il faut rajouter du juridique. Ça déjà depuis un petit moment, mais c'est de plus en plus fort, notamment avec la conformité et d'autres éléments de ce type-là. Le data management aussi, parce qu'effectivement, il faut bien maîtriser. On a parlé du flux de données qui est arrivé. La data science, avec effectivement beaucoup de sujets qui tournent autour de ça, soit arbre de décision comme ça pouvait se créer, et de plus en plus vraiment sur des automates de décision. Donc vraiment, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est la somme des compétences qu'il faut effectivement prendre en tant que credit management. Votre avis, Nathalie? Alors, on a un rôle, c'est vrai, transversal, très important, très fort, qu'on n'utilise peut-être pas encore assez. On utilise, nous, nos outils métiers comme outils de communication. Donc, Gilles parlait de communication interne et Marc de clients internes. C'est très important aujourd'hui de pouvoir partager pour pouvoir emmener ces 10 référents services et puis pour pouvoir passer les messages qu'on a besoin de faire passer. Je ne suis pas convaincue que le credit management soit dédié à devenir autre chose. On devient une fonction essentielle pour l'entreprise, c'est vrai. Nous sommes des experts et on doit continuer à accroître cette expertise. Aujourd'hui, le métier suit une transformation, c'est vrai, mais ce n'est pas le credit management tout seul qui se transforme, c'est l'entreprise elle-même qui se digitalise. Et le credit management, au même titre que d'autres fonctions comme la compta, la RH ou la trésorerie, s'adapte et suit cette transformation. Gilles? Pardon, mon cher Marc, pardon. Non, je pense que, encore une fois, je vais reprendre un terme employé, le terme de pluridisciplinaire, c'est complètement ça. Je pense encore une fois que on en revient, on boucle la boucle avec le début. Je pense que l'ADN du métier, il ne change pas. Par contre, le credit manager, j'ai envie de dire aujourd'hui, il doit être, c'est le pompier de service, c'est le commercial, c'est parfois même on lui demande d'être magicien et de lire dans le mar de café, mais il doit avant tout, j'ai envie de dire, surfer un peu sur l'évolution technique, et plutôt que technique, technologique, digitale. C'est véritablement quelque chose d'extrêmement fort parce que ça va amener au credit manager des moyens, encore une fois, d'être plus efficace, plus rapide. Et puis si je veux boucler quand même le sujet sur un truc, sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est que cette évolution technologique, elle est indispensable et je pense que il faut y aller, il faut vraiment embarquer tout le monde là-dedans parce que c'est extrêmement important. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester proche de nos clients, de la donnée, de nos clients internes aussi. Et il ne faut pas que la technologie nous éloigne du terrain. Si elle devait nous éloigner du terrain, je pense qu'effectivement, on serait plus rapide. Je ne suis pas sûr qu'on soit plus efficace. Donc, il faut garder cette dualité entre la modernité, puis ce qui fait un peu notre métier, c'est quand même les relations humaines. C'est vrai, le credit manager est forcément obligé de s'adapter, hein, on le voit bien, avec les différentes évolutions et surtout accompagner le changement. Un dernier mot peut-être, Nathalie, sur cet aspect, c'est-à-dire évolution, dématérialisation, enfin digitalisation, etc. et contact client. Alors je rejoins tout à fait ce que vient de dire Marc. On a un rôle de communication interne très important et toute cette technologie, tous ces outils doivent être utilisés comme outils d'aide à la décision et doivent être partagés avec les différents clients internes et nous notamment avec l'équipe commerciale pour pouvoir les accompagner et continuer à travailler en collaboration avec l'ensemble des services. Alors une question, en quoi l'intelligence artificielle va aussi transformer vos métiers? Je ne sais pas qui.
Alors, ça transforme les métiers, puisqu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de faire ce que l'humain ne peut pas faire, gérer une masse de données importante et de plus en plus rapidement. Par contre, les algorithmes ont été mis en place et faits par l'homme. Et je ne suis pas convaincue que ça puisse remplacer l'homme, puisque l'intelligence de l'analyse, prendre en compte l'environnement de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise ou le contexte économique, allié à la donnée, il n'y a que l'humain qui peut le faire. Donc, je ne suis pas inquiète sur l'intelligence artificielle. C'est un peu le mirage, encore une fois, excusez-moi du lien cinématographique, mais c'est un peu le mirage de Minority Report. Bon, je rejoins complètement Nathalie. Je veux dire, on fait un métier d'humain, avec beaucoup de techniques, avec beaucoup de technologie, avec beaucoup d'expertise. Mais au quotidien, on s'aperçoit tous que chaque société que nous étudions, que nous analysons, et finalement, elles sont complètement différentes les unes des autres, même si elles évoluent dans le même secteur économique, même dans le même secteur d'activité, pardon, même si elles subissent les mêmes contraintes économiques, elles réagissent toutes de manière différente. Donc l'intelligence artificielle au service de notre métier et au service de l'humain, oui. De là à venir nous remplacer, pas vraiment convaincu et pas vraiment inquiet de toute façon. Gilles, enfin l'intelligence artificielle quand même dans vos services. Forcément, on a un regard là-dessus, mais je partage complètement l'avis. Effectivement, il n'y aura pas de remplacement. En fait, ce qui est intéressant dans toutes les questions qui ont été posées, à chaque fois, on était effectivement sur respect des fondamentaux. Ils sont là, ils sont costauds, et ça nous permet effectivement d'être en agilité face aux différentes tempêtes qui nous tombent dessus. Et, il y en a pas mal qui sont tombés en très peu de temps, et voilà, on se pose encore quelques questions sur l'avenir, sur la conséquence de tout ça. Je dirais que de manière globale, juste peut-être le futur au niveau de la data, et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, c'est pour ça que c'est vraiment passionnant de discuter avec Marc et Nathalie, et un grand merci pour cet échange. Et le temps que vous avez passé, je tiens à le signaler. Mais c'est vrai que la data, effectivement, était enrichie, et avait effectivement pas mal d'informations, et petit à petit est devenu du consommérisme, c'était devenu du consommable. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la data, effectivement, est relativement disponible, hein, l'open data, il y a effectivement beaucoup d'informations, mais que ce qui va effectivement être nécessaire, ça va être de donner de l'intelligence à la data, comme Marc le précisait, mais aussi, comme le précisait Nathalie, l'accompagnement, la structuration, donner un sens métier à la data, c'est aussi quelque chose qui est absolument essentiel. Bien, nous arrivons à la fin de ce webinaire. En tout cas, merci de votre participation à tous les trois. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je rappelle que vous pourrez le voir en replay. Je tiens à rappeler quand même que les assises nationales des délais de paiement et des financements se tiendront le 10 novembre au siège du MEDEF. Et nous aurons le plaisir de recevoir la ministre des PME, Madame Olivier Grégoire. Et donc, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. À très bientôt. Merci. Merci à tous.